Alors, bonjour à ceux qui nous rejoignent. On va démarrer dans quelques minutes, le temps que tout le monde ait le temps de se connecter. Bonjour à tous. Alors, il est 17 h. Nous n'allons pas tarder à démarrer. Il y a encore quelques participants qui arrivent. Il y a certaines personnes qui ont fait des interventions de demande de prise de parole. Donc, vous avez dû le voir, le format est un petit peu différent d'une réunion classique. On est sur un format webinaire. On vous en dira plus dans quelques instants sur ce que ça implique en termes d'interaction. En tout cas, sachez que du coup, il est normal que les caméras soient coupées et il est normal aussi que vous ne puissiez pas activer votre micro. Ça fait partie de la configuration webinaire. Nous avons eu beaucoup d'inscrits sur cet événement. Voilà, vous avez un onglet questions-réponses qu'on va détailler juste après. On attend encore quelques minutes que tout le monde arrive.
Bonjour à tous, voilà, bienvenue pour les derniers qui nous rejoignent. Alors, nous allons démarrer le webinaire, peut-être par quelques explications sur les aspects techniques. Alors, vous êtes sur un format, comme vous l'aurez compris, webinaire. Ça implique que vous n'avez pas accès, comme sur des réunions classiques, à un onglet chat ou discussion. Pour les interactions, étant donné que nous allons être nombreux, on vous propose donc de poser vos questions via l'onglet questions-réponses. En bas de l'écran, vous avez ici la photo qui s'affiche. Les questions vont apparaître une fois qu'elles seront traitées. On vous répondra donc soit en direct, soit on prendra vos questions à l'oral sur un temps de questions-réponses qui sera dédié. Pour les éléments plus pratico-pratiques, les différents éléments qui vont être présentés ce soir seront publiés sur nos différents sites internet, Mouvement associatif, RNMA et Recherche et Solidarité, et puis vous recevrez également les éléments par mail à partir de demain. Voilà. Et écoutez, je vais laisser la parole à Claire Toury, présidente du mouvement associatif, pour l'ouverture, qui sera suivie d'Alexandre Bailly pour le RNMA, et puis de Charles-Émeric Caffin pour la JELVA. Claire, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Claire Toury, je suis la présidente du mouvement associatif. Quelques mots déjà pour vous remercier d'être aussi nombreux ce soir, d'être aussi nombreux à participer à cet échange, à cette présentation. Voilà, ça en dit long sur l'intérêt que l'on porte toutes et tous à la situation des associations en ce moment. Merci aussi à tous les répondants, toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre. C'est quand même près de 10 000 répondants à cette 3e enquête Covid. Donc là encore, les chiffres sont extrêmement impressionnants. Et au-delà du temps que vous avez pu prendre pour répondre aux questions, merci surtout pour tous les témoignages que vous avez pu apporter, parce que ça va considérablement enrichir le travail que l'on va pouvoir faire dans les mois et les semaines, les mois à venir. Ces résultats que vous allez découvrir, ils sont extrêmement précieux pour le mouvement associatif. Ils sont précieux pour plein de raisons, mais ils sont précieux d'une part parce qu'ils nous permettent d'adapter nos outils, notre accompagnement. Ils sont précieux surtout parce qu'ils nous permettent d'ajuster notre plaidoyer. Et donc ça, c'est important que vous le sachiez. C'est pas une enquête en vain. Enfin, c'est vraiment très, très, très utile et très, très important. À titre d'exemple, la première enquête Covid, celle qui a été réalisée il y a 1 an maintenant, elle a permis de faire remonter une crainte de la part du monde associatif face aux subventions dans le contexte de la crise. Et ça a permis donc au mouvement associatif de porter cette crainte et d'obtenir une circulaire, la circulaire du mois de mai 2020, sur le traitement des subventions dans la crise sanitaire. Donc voilà, c'est extrêmement utile pour nous, pour porter la voix des associations. Ça va l'être là dans les prochaines semaines pour porter la voix des associations dans le contexte de la relance aussi, de la construction de la relance, pour nous assurer que les préoccupations des associations soient bien entendues, considérées. Donc je vais pas, voilà, je voulais vous remercier beaucoup pour ça. Je ne vais pas être beaucoup plus longue. Je voudrais juste terminer en remerciant le Recherche et Solidarité et le RNMA. C'est un travail partenarial très fort. Remercier aussi la JELVA, bien sûr. Remercier France Générosité et Exopé pour leur soutien. Et remercier enfin tous les membres du mouvement associatif qui ont relayé, contribué activement et qui ont permis aussi le succès de cette enquête. Voilà, merci beaucoup.
Merci Claire. On peut donc laisser la parole à Alexandre Bailly pour le RNMA. Ok, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas être trop long non plus. Je m'associe pleinement aux remerciements portés par Claire dans son introduction. C'est vrai que ce travail qui va vous être présenté, qui donne à voir la situation sur le territoire, il a pu émerger grâce aux réponses qui ont été portées et au beau travail d'enquête, de diffusion et d'analyse qui a été fait derrière. Donc un grand merci appuyé de notre côté. Cette enquête, elle est importante parce qu'elle va permettre de donner à voir un petit peu un décalage. On a vu que les assos avaient été assez douées, assez fortes pour inventer un nouveau type d'activité dans les périodes qu'on a traversées. Donc, elles ont été très visibles sur une activité qui n'était pas la leur normalement. Et cette enquête, elle va permettre de voir quels sont les pans qui ont été laissés de côté dans leur activité et ce sur quoi il faut qu'on puisse ensemble, accompagnateurs de terrain comme peuvent l'être les maisons des assos ou accompagnateurs sectoriels comme peuvent l'être les fédérations ou autres et les acteurs de terrain de l'État, comment on œuvre ensemble pour les soutenir, pour reprendre une activité normale, si on peut penser qu'à un moment on aura une reprise d'une activité normale, parce que je pense que ça a pas mal ébranlé notre concept de la normalité ces quelques mois qu'on vient de vivre. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir cette enquête parce que ça constituera un point objectif et sur lequel on pourra s'appuyer et on pourra effectivement continuer notre action d'accompagnement sur les territoires. Je parlais de normalité, c'est vrai que nous, au niveau du RNMA, l'observation normale, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis 2007, puisqu'on conduit, via des observatoires locaux de la vie associative, une étude précise sur les territoires de la vie associative. Et on est donc très content d'avoir pu participer et mettre en commun, partager nos expériences, notre modèle d'expérience dans l'observation. Et puis, on espère qu'on pourra continuer à travailler là-dessus ensemble, puisque nous, on est dans une nouvelle phase d'observation concertée avec une vingtaine de territoires qui se lancent dans des observations locales. Et du coup, ce sera intéressant de pouvoir, sur ces démarches qui vont se lancer sur 3 à 5 ans, d'avoir des points de repère avec ces enquêtes Covid. J'espère qu'on pourra croiser ça. Et effectivement, je terminerai juste par souligner aussi cette belle complémentarité qu'on a vue dans la diffusion de ce questionnaire, avec une diffusion à 360 degrés, à la fois sur les territoires, mais à la fois en thématique. Et du coup, j'ai hâte, comme tout le monde, de pouvoir partager ces résultats avec vous. Et je remercie les nombreux participants qui ont, même si l'appel des terrasses et des temps extérieurs est grande, ont accepté de passer ce début de soirée avec nous pour qu'on puisse partager ensemble ces résultats. Merci beaucoup. Merci Alexandre. La parole maintenant à Charles-Émeric Capin pour la JEBVA. Merci Alexandre. Au moins, tu nous auras fait sourire parce que dans le chat, on avait des airs compassés. Donc au moins, déjà un peu plus. La DEVA, c'est quoi la DEVA? En fait, c'est une direction de l'État, sur l'éducation nationale, de la jeunesse et du sport. Il faut que vous sachiez que le gouvernement est régulièrement interpellé par nos élus, sur la vie de vos associations. L'administration est souvent interrogée par des usagers associatifs sur diverses problématiques. Ça nous permet en général, au vu de ces questionnements, d'être ensemble, de ressortir des éléments d'appréciation de ce que vous vivez au jour le jour. Et en réalité, c'est très parcellaire, et ce qui fait que l'État a régulièrement besoin d'éléments collectés à plus grande échelle. Et pourquoi? Parce que finalement, c'est pas si simple, et Claire Toury l'a évoqué tout à l'heure, de savoir si on est guidé par la même vision, si de pouvoir déterminer les enjeux pour votre développement de la vie associative. De manière plus pragmatique, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire ajuster des actions qu'on a entreprises, des dispositifs, décider de nouvelles mesures urgentes ou au contraire à plus long terme. Claire Toury l'a évoqué tout à l'heure. On a repris une circulaire en mai dernier, voilà, justement pour baliser la gestion des subventions dans ces temps incertains. C'est aussi bâtir des stratégies de développement pluriannuel en accord avec les fédérations représentatives comme l'Union associative souveraine. Donc le travail fourni a été fourni depuis 1 an par l'Union associative et le RNA et Recherche et Clarité. Vraiment les en remercier. Ça nous a permis à nous, ça doit vous permettre à vous de saisir les grandes tendances aussi des besoins précis, des évolutions de ces besoins. Les premières vagues de l'enquête ont permis justement, comme le disait Claire, à l'État de programmer le renouvellement de mesures, leur adaptation. On voit bien que ça a apporté les fruits.
je vais pas déflorer le sujet, pas trahir des résultats d'enquête, mais on voit bien qu'au travers de cette troisième enquête, vous êtes un nombre important d'associations, employeurs ou non employeurs, qui a utilisé depuis plusieurs mois les outils financiers ou juridiques qu'on a pu mettre à votre disposition. Les résultats de cette troisième enquête vont aussi pouvoir nous donner les moyens de renforcer les outils et les dispositifs. Pourquoi? Pour améliorer la lisibilité. La lisibilité, c'est quoi? C'est en réalité donner de meilleurs moyens, un meilleur moyen de facteur d'avenir. Un avenir qui, on l'espère, évidemment, tout sera un peu plus radieux. Charles-Aymeric, si tu peux juste te rapprocher de ton micro, ça coupe un petit peu. Ça coupe, je pense que c'est le débit. Voilà. Donc, on espère que ces mesures vont donner des éléments d'un avenir un peu plus radieux et dans le cadre de la relance qu'évoquait Claire tout à l'heure. Merci. Adèle? Oui, merci Charles-Aymeric. Alors, peut-être vous redonner donc quelques éléments de repère sur le déroulement du webinaire. Donc, vous êtes en format webinaire, ce qui fait que vous ne pouvez interagir que par l'onglet questions-réponses. L'ensemble des documents qui vont être présentés seront envoyés par mail demain et seront disponibles sur l'ensemble de nos sites internet, ainsi que le replay de ce webinaire. Voilà pour les éléments pratiques. Et il y aura donc, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses et il y aura un temps où on pourra prendre les questions un peu plus tard. On va donc commencer par je vais laisser la main à Cécile Bazin de Recherche et Solidarité sur la présentation des résultats de l'enquête qui va se faire en 2 temps, qui sera donc entrecoupé de 2 témoignages d'acteurs associatifs qui sont avec nous ce soir et puis d'un temps donc de questions-réponses. Et on terminera par les grands enseignements de l'enquête. Voilà. Cécile, je te laisse la parole et tu peux donc partager ton écran. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Quand même un mot aussi pour, au nom de toute l'équipe de Recherche et Solidarité, saluer cette belle coopération dans la durée et dès le début de la crise. Ça, vraiment, on ne le dira jamais assez. Mais je partage mon écran, oui, pour vous présenter les résultats de l'enquête. J'insiste aussi sur une chose, c'est que ce document en version complète sera ou est déjà peut-être en ligne sur nos sites. Donc là, il s'agit d'un extrait et d'un extrait qui porte sur les résultats d'ensemble. C'est-à-dire qu'on, bien sûr, on est bien conscient de la diversité du secteur associatif, mais là, on présente des résultats d'ensemble qui ont été redressés en fait pour constituer des résultats représentatifs du secteur associatif. Et par ailleurs, des analyses très approfondies ont été menées selon la taille, selon les secteurs d'activité, selon aussi le territoire d'implantation. Enfin voilà, il y a eu de nombreuses analyses par ailleurs. Et sur les secteurs d'activité, qui est quand même le plus grand critère principal, dans la version qui est en ligne, vous avez les grandes tendances pour une dizaine de secteurs, ce qui donne déjà une belle image de la diversité. Donc, avant de commencer, je vais peut-être déjà me mettre en format, voilà, c'est mieux certainement pour vous. Voilà, donc cette frise, en fait, elle nous permet de situer les enquêtes, la démarche dans le contexte. Vous avez là en orange les 3 enquêtes qui ont été menées et puis en bleu les éléments de contexte. Donc, dès les premiers jours du confinement, eh bien, cette première enquête qui a été lancée pour d'abord donner la parole aux responsables d'associations qu'ils puissent s'exprimer et rappelons-le, donc plus de 20 000 responsables ont participé à cette première enquête. On était là dans le premier confinement et à partir du 14 mai, on a lancé une deuxième enquête, là destinée davantage à identifier les difficultés et les besoins d'accompagnement des associations. À la fin de l'été, on commençait à voir un petit peu le bout du tunnel, où on croyait, le retour à l'école là, le 22 juin, qui marque ce regain d'optimisme. Pour autant, bon nombre d'associations n'ont pas repris leur activité et ont préféré vraiment se préparer pour la rentrée. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, puisque au moment de la rentrée, les forums ont pu avoir lieu et beaucoup d'associations ont redémarré et on croyait la sortie de crise vraiment... qu'on était vraiment dans la sortie de crise. Et puis, la situation s'est de nouveau détériorée. Deuxième confinement, certes un peu plus allégé, mais beaucoup d'associations
vraiment qui ont dû geler leurs activités. Un petit peu d'optimisme de nouveau avec les premières vaccinations. Le début d'année 2021, ma foi, était plutôt encourageant, mais la situation s'est de nouveau tendue et un nouveau confinement. Et on arrive là à notre troisième enquête qui est de toute façon prévue. On n'imaginait pas se retrouver dans un tel contexte, mais on avait bien prévu d'interroger les responsables d'associations pour faire le point justement de leur situation un an après et puis voir aussi quels étaient leurs besoins d'accompagnement. Donc, on voit, enfin, cette prise, elle mérite de montrer que on a traversé de longs mois d'incertitude, d'inquiétude, et qu'on arrive au terme de cette enquête, en tout cas, hein, au 30 avril 2021, où on est toujours en confinement, dans un climat, oui, d'incertitude et de lassitude. Donc, c'est important quand même de bien situer que cette enquête, elle a eu lieu en avril, parce qu'aujourd'hui, les choses ont déjà évolué et on espère qu'on est réellement dans cette sortie de crise. Alors, l'objectif des enquêtes est de mesurer les effets de cette situation, de la crise sanitaire. Donc, commençons par, sur le plan de l'organisation et sur le plan collectif. La question, et les diapos sont souvent présentés de la même façon, hein. Donc, on rappelle toujours la question qui a été posée aux responsables d'associations. Et là, il s'agissait donc de cette question, l'année de crise a-t-elle conduit à repenser, du moins en partie ou durablement, le fonctionnement général de votre association? Eh bien, on voit que 73% des associations sont dans cette situation. Et ici, là, en 2020, elles étaient 57%. Donc, on gagne 16 points, ce qui est assez logique. Avec le temps, les associations s'adaptent, s'organisent. Et les principaux changements qui ont été opérés sont ici. Alors, bien sûr, le numérique, le travail à distance, mais aussi toutes les relations à distance qui ont pu être maintenues avec les bénévoles, avec les adhérents également ou les bénéficiaires, de nouvelles pratiques dans 40% des associations, des relations différentes avec les adhérents, des relations différentes avec les bénévoles, et puis des coopérations renforcées dans 13% des cas. Dans 27% des associations, il n'y a pas de changement particulier, mais en fait, ça n'a pas semblé nécessaire pour 14% des associations. C'était par manque de temps pour 10% des associations et aussi en raison d'une mauvaise connexion Internet. Alors, d'autres changements ont été réalisés dans les associations et nous leur donnions la possibilité justement de les exprimer et aussi d'autres passages hein, dans l'enquête donc de libre expression et notamment donc sur cette question des changements opérés dans les associations. Donc 500 responsables d'associations sont allés plus loin en nous décrivant les changements qu'ils ont réalisés. Et il s'agissait donc, là on les a bien sûr analysés et classés par groupe, donc délocalisation et adaptation des activités, mais aussi adaptation du fonctionnement statutaire, hein, pas seulement sur le plan de l'organisation, mais beaucoup d'associations sont allées plus loin. On a tous en tête l'exemple des statuts du règlement intérieur, enfin des dispositions qui ont dû être prises, notamment pour le déroulement des assemblées générales en ligne, une nouvelle organisation des bénévoles, et des adaptations de moyens humains et financiers, une offre d'activités nouvelles, une communication renforcée, que ce soit au sein de l'association ou vis-à-vis de l'extérieur, et puis aussi donc, des coopérations interassociatives qui ont été plus nombreuses. Alors, sur le bénévolat, ça a déjà été évoqué sur les changements, mais là, on était plus précis. On leur demandait quelles étaient les difficultés liées à la crise qui ont pu impacter le bénévolat. Eh bien, c'est bien sûr en lien avec les activités, hein, la possibilité pour des bénévoles de mener leurs actions, 64% des associations, la perte de contact avec certains bénévoles, 61%, et là, au printemps 2020, on était à 36%, donc assez logiquement, avec le temps et compte tenu de la situation qui a été rappelée, eh bien, beaucoup d'associations ont cessé leurs activités ponctuellement ou de manière permanente et forcément, on perd facilement le contact. L'arrêt de certains bénévoles par crainte du virus pour 43% des associations, notamment les publics vulnérables, mais pas que. Les difficultés de certains bénévoles à utiliser les outils numériques,
34%, loin d'être négligeable, et on comprend aussi les besoins de ce point de vue-là. Le respect du couvre-feu, la nécessité d'adapter et de redéfinir les missions de certains bénévoles, les difficultés à gérer de nouveaux bénévoles. Là, on s'adresse davantage aux associations qui étaient en première ligne dans la gestion de la crise, et puis le respect des règles barrières. Alors pour autant, on voit, les impacts sont nombreux, cette réorganisation, mais pour autant, au sein des équipes dirigeantes, eh bien, le collectif a continué à fonctionner. Et on a 32% des associations qui déclarent que l'équipe a fonctionné collectivement et de manière satisfaisante. Pour 25% des associations, c'était collectivement, mais avec quelques difficultés, ce qu'on peut tout à fait entendre. On a donc une majorité, 57% de situations finalement favorables. C'est un peu plus qu'au printemps 2020, donc on gagne 6 points. Donc avec le temps, malgré les difficultés, malgré la lassitude, eh bien, le collectif a joué et on s'est plutôt resserré. Et c'est d'autant plus important à souligner que dans les nombreux croisements qu'on a pu faire entre les résultats, on a bien vu que lorsque ce collectif fonctionnait, lorsque l'équipe est soudée, eh bien, l'activité est plus intense, les projets sont plus nombreux, l'appréciation sur la situation de l'association est bien plus positive. Donc, vraiment une dimension essentielle de la vie associative. Maintenant, les effets sur le déroulement des activités. Donc, en ce moment, au regard de votre fonctionnement habituel, dans quelle proportion parvenez-vous à maintenir l'activité de votre association? Eh bien, on considère que lorsque les associations ne parviennent à maintenir que moins de 20% de leurs activités, elles sont quasiment à l'arrêt. Eh bien, c'est le cas pour 40% des associations, et on est en avril, pendant la période de confinement. Et au printemps 2020, elles étaient 68%. Donc, certes, c'est moins, mais on est toujours un an après la crise, même plus d'un an après la crise, avec une proportion importante d'associations à l'arrêt. Là, vous avez, sans que je rentre trop dans le détail, la proportion d'activité qui est maintenue pour les autres cas de figure, et 3% d'associations qui, au contraire, toujours ces associations qui sont au front, qui, elles, ont dû faire face à une activité plus importante. Les préoccupations concernant le déroulement des activités. Eh bien, on est en avril, donc c'est avant tout toutes les conditions qui vont permettre de reprendre l'activité. Donc, la réouverture des structures d'accueil, des locaux, la nécessaire adaptation des activités, aussi lorsque les saisons, qu'elles soient culturelles ou sportives, ont été annulées, donc les reports, etc. Donc, voilà, tout ce qui va permettre la reprise d'activité. Et puis aussi, là, pour 55% des associations, tout ce qui permettra de retrouver le contact avec les adhérents. Et là, c'était 45% au mois d'avril 2020, c'est 55% un an après. Et la remobilisation des bénévoles, encore une préoccupation très forte pour la moitié des associations. Et là, on gagne 13 points. On voit qu'avec le temps, eh bien forcément, compte tenu de la situation, les liens se sont distendus et ça constitue vraiment la préoccupation. Ça fait partie des 3 principales préoccupations, hormis bien sûr la reprise d'activité, les liens avec les adhérents, les liens avec les bénévoles. Et puis sinon, l'application des mesures barrières, la confirmation des partenariats financiers, la reprise ou la poursuite du dialogue avec les administrations, le besoin de nouveaux bénévoles et la gestion d'un surcroît d'activité pour une partie des associations. Maintenant, sur le plan économique et financier, première question, donc quelles sont les ressources et les charges de votre association qui ont été particulièrement affectées par la crise? On a là 76% en avril 2021, 76% des associations qui déclarent vraiment avoir subi les effets de la crise. Pas beaucoup d'évolution par rapport au printemps 2020. On a un peu moins d'associations qui enregistrent aucun impact pour le moment, ce qui est assez logique toujours avec cette notion de durée. Et on a une proportion plus élevée d'associations qui parviennent à maintenir leurs ressources
et qui aussi ont eu moins de dépenses du fait justement de report ou d'annulation d'activité. Maintenant, en ce qui concerne donc les recettes et les charges, hein, un peu plus dans le détail, on voit dans le tableau qui suit que c'est avant tout la perte de revenus d'activité qui concerne le plus grand nombre d'associations, 40%, donc c'est nettement plus qu'au printemps 2020. Une perte de revenus d'activité totale, quand même plus de 20% des associations qui ont subi cette perte de revenus d'activité totale. Une baisse des cotisations, pour 54% des associations, c'est 2 fois plus en un an. Et on comprend là aussi pourquoi le lien avec les adhérents est important, bien sûr en lien avec l'activité, mais il n'est pas signalé aussi pour retrouver aussi des recettes et des fonds propres. Des dépenses engagées à perte pour 25% des associations, un petit peu plus un an après, une perte des subventions publiques, une augmentation des coûts générés par la crise et une baisse des financements d'entreprises. Alors au bilan, compte tenu donc des ressources et des charges, hein, comment est-ce que les responsables d'associations qualifient le résultat de l'année 2020? Eh bien, 28% des associations déclarent que ce résultat est sensiblement à l'équilibre. Pour 16%, un certain excédent et pour 22%, un déficit acceptable. Donc, on peut considérer que pour les 2/3 des associations, le bilan est plutôt acceptable. On a tout de même donc 14% des associations qui prévoient un déficit qui pourrait dépasser 10% des produits et puis un dépôt de bilan qui n'est pas exclu pour 4%. Pardon. Bien sûr, un taux d'abstention, notamment de la part des personnes qui sont engagées dans l'association aux manettes, mais qui n'ont pas forcément les résultats financiers en tête. Alors, sur le plan de la trésorerie maintenant, donc on est en avril 2021 et on a 35% des associations qui ont plus de 6 mois de trésorerie devant elles. Et elles étaient 28% au printemps 2020, donc plutôt une progression de 7 points. Et pour celles qui ont entre 3 et 6 mois de trésorerie devant elles, on est à 24%. Donc une situation qui s'est plutôt améliorée sur le plan de la trésorerie et des associations en danger qui sont plutôt moins nombreuses, puisque 10% ont moins de 3 mois de trésorerie et 5% n'ont aucune trésorerie. Et donc, on progresse là de 9 points, puisqu'on passe donc de 24% d'associations dans ces situations à 15%. En ce qui concerne les partenariats, on a progressé entre Covid-2 et Covid-3 et on a distingué l'appréciation quant au partenariat public et quant au partenariat privé. Et ça s'est avéré particulièrement utile, on le pressentait, mais les chiffres sont là. On a une grosse différence entre les situations ou les relations avec les partenaires publics et les relations avec les partenaires privés. Les situations sont positives dans une majorité de cas avec les partenaires publics. Elles se sont globalement maintenues pour 41%, elles se sont renforcées pour 10%, et il y a eu de nouveaux partenariats à l'occasion de la crise pour 4% des associations. C'est nettement plus que pour les partenariats privés, où là, on a 29% de situations positives. Et en ce qui concerne les affaiblissements, hein, nos partenariats se sont affaiblis, donc 20% d'associations en ce qui concerne les partenariats publics et 31% pour les partenariats privés. On a mis un petit panneau d'alerte, mais en fait, on n'a pas été vraiment surpris parce que dès Covid-2, les responsables d'associations, même peut-être le Covid-1, nous disaient que les partenariats privés risquaient fort d'être affaiblis et qu'ils se voyaient mal solliciter les entreprises qui elles-mêmes devaient faire face à la crise. Donc les choses vont peut-être évoluer, mais en tout cas, ce distinguo, on l'avait déjà pressenti lors des premières enquêtes. Passons maintenant aux mesures de soutien. Les responsables d'associations étaient invités à nous dire s'ils avaient ou non activé les solutions financières proposées par les pouvoirs publics. Eh bien, au printemps 2021, ils sont 21% à avoir sollicité ce soutien et avoir obtenu de l'aide. C'est 7 points de plus
qu'au printemps 2020. Pour autant, on a encore quand même des marges de progression parce que l'information a mieux circulé, hein, on gagne 5 points. Les aides ne semblaient pas correspondre aux besoins des associations, en tout cas pour 30% d'entre elles au printemps 2020, mais là on est à 21%, donc les choses se sont améliorées et il y a, et c'est logique, hein, quelques marges de progression encore de ce point de vue, et on va le voir sur les difficultés exprimées. Et puis, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, hein, 33% d'associations qui déclarent que ça ne leur paraissait pas nécessaire. Alors, les solutions qui ont été les plus activées, c'est d'abord le fonds de solidarité pour 35% des associations. Ce sont les aides sectorielles, 28%. Des aides mises en place par le département, 27%. Et des aides mises en place par la commune ou par l'intercommunalité, 25%. Je m'arrête là juste de petites minutes parce que ce sont des soutiens que les associations attendaient au printemps dernier. Et elles étaient peu nombreuses à en bénéficier à l'époque. Mais avec le temps, effectivement, communes, intercommunalités, départements ont déployé des aides en direction des associations et on voit une nette progression sur ces deux résultats. On gagne 7 points de mémoire sur les départements et 12 points sur les communes et l'intercommunalité. En revanche, il y a peu de changements sur la région et on voit que les aides régionales là, en fait, concernent 18% des associations. Je reviens tout de même sur les délais de paiement de l'échéance sociale et fiscale qui ont bénéficié à 20% des associations. On a là de façon moins souvent, qui sont moins souvent citées, le report des activités financées au titre de l'année 2020, le fonds urgence ESS, le PGE, prêt garanti par l'État, et de façon plus marginale, là, les dispositifs de France Active, de la BPI et la médiation de crédit. Alors, on parlait de marge de progression, là, on le voit un peu plus en détail avec les difficultés rencontrées. Alors, on a le verre à moitié vide, à moitié plein. En tout cas, notons une progression vraiment sensible entre 2020 et 2021, puisque de 61% d'associations qui rencontraient des difficultés, là, on est à 46% en avril 2021. Et le type de difficulté est présenté là dans le tableau. La lourdeur des démarches en progression, puisque de 28, on passe à 21%. Un sentiment de solitude, des délais de réponse trop longs, des conditions peu adaptées au statut associatif qui sont là un peu plus souvent citées, et des difficultés à joindre les services concernés. Alors, pour finir sur l'état des lieux et donner la parole aux témoignages, il s'agit là d'une approche un peu différente qui s'est montrée tout à fait complémentaire et intéressante. Recherche et solidarité, depuis une douzaine d'années, interroge les responsables d'associatifs au printemps. Donc, la dernière enquête avait lieu en 2019. En 2020, on les a remplacés en fait par les enquêtes Covid. Et là, nous avons de nouveau posé des questions barométriques aux responsables d'associations pour voir comment les choses justement évoluent. Et on a là dans ce graphique 3 indicateurs. On interroge les responsables d'associations sur la situation financière, sur la situation du bénévolat et sur la situation générale de leur association, en leur demandant de la qualifier de très bonne, bonne, mauvaise ou difficile ou très difficile. Et dans ce graphique, on a là, si on prend les courbes une par une, la proportion de réponses satisfaisantes exprimées par les responsables d'associations. Donc, en 2012, on avait 40% de responsables qui jugeaient la situation du bénévolat satisfaisante. En 2019, 44%. Et là, en 2021, ils sont 35%. Donc, on perd 11%. Mais après tout ce qu'on vient de voir et tous les changements, et toutes les relations distendues avec les bénévoles, on n'est pas trop surpris de ce repli. Maintenant, si on prend la courbe bleue pour la situation financière, donc 60% de réponses satisfaites
en 2012. C'est à peu près au même niveau en 2019 et on tombe à 52%. Donc là, on perd 6 points sur les aspects financiers et sans grande surprise. La situation générale que vous voyez là au-dessus dans la courbe verte, eh bien, elle est jusqu'en 2019, elle est toujours au-dessus de l'appréciation sur le bénévolat et sur la situation financière. Mais souvent parce que, voilà, même si les finances et le bénévolat, c'est une condition essentielle, ben, il y a aussi la convivialité, l'efficacité des actions, les partenariats, et puis finalement, ben, la situation, elle n'est pas si mauvaise que ça. Sauf que quand on part de 68% d'appréciation favorable en 2019, eh bien, on plonge à 27% en 2021. Et donc, les autres croisements qu'on a pu faire nous rendent tout de même optimistes et on fait vraiment le lien avec l'arrêt des activités. Et les croisements qu'on a pu faire nous montrent bien que lorsque les associations sont parvenues à maintenir une activité, je dirais, assez importante, eh bien, elles sont nettement plus nombreuses à avoir une appréciation positive de la situation, et bien sûr aussi plus nombreuses à avoir des projets. On est dans un cercle vertueux. Et là, ce cercle vertueux, eh bien, il a été cassé par la crise dans de nombreuses associations. Donc, on tombe à 27%, mais c'est tout à fait encourageant pour la suite et on peut tout à fait présupposer que la reprise d'activité va redonner du moral, de l'élan et une vision positive de la situation pour bon nombre de dirigeants. Un dernier point positif, puisque là, il s'agit encore d'une question barométrique, sur les projets envisagés par les associations. Ils ont toujours en tête quand même ces 27% là, hein, d'appréciation positive, donc cette chute. Mais pour autant, on a 51% des associations, donc en avril 2021, qui affirment avoir des projets ou une extension des activités. Alors, c'était 63% en 2019. Certes, il y a un repli, mais vu le contexte, on pouvait l'imaginer. Et on a toujours une majorité d'associations volontaires et avec des projets et des activités à déployer. Voilà pour ce premier état des lieux. Et Adèle, je te rends la parole. Merci Cécile. Alors, donc, on va peut-être prendre quelques questions parce qu'il y a eu beaucoup de questions dans l'onglet questions-réponses. Est-ce que Sylvain, tu veux bien prendre la main et puis on passera au témoignage? Je confirme, énormément de questions. Donc peut-être qu'avant de passer au témoignage, on va en prendre quelques-unes et notamment beaucoup de questions sur les aides financières, forcément un peu le nerf de la guerre. Alors, excusez-moi le temps que je retrouve la question. Donc la première peut-être sur les associations avec et sans salariés, une question de savoir si les situations étaient comparables sur ces deux types d'associations. Forcément, on observe des distinctions assez fortes entre les deux, les impacts qu'on peut constater sur les assos qui ont recours à l'emploi et celles qui sont sans salariés. Et vous retrouverez ça dans une déclinaison. Notamment, on aura des déclinaisons sur lesquelles vous pourrez distinguer les assos avec salariés et celles sans salariés. Également une question sur les régions. Est-ce qu'il y a des déclinaisons régionales? Effectivement, il y a des traitements régionaux qui ont été faits. Et donc, vous retrouverez des panoramas par région. Alors, la question concernait plus particulièrement les DOM-TOM. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de répondants sur les DOM, même sur l'ensemble des DOM-TOM pour en faire une extraction spécifique. Néanmoins, vous pouvez retrouver les résultats de l'enquête Covid-2 où on avait eu légèrement plus de répondants sur ces régions-là et qui ont permis d'avoir des traitements spécifiques. Mais là, malheureusement, sur Covid-3, ça n'a pas été possible. Donc une question de la Cresse Normandie concernant les associations en difficulté financière, n'est-ce pas dû au fait que celles-ci soient totalement sorties des radars, n'ayant plus les moyens humains, temps, pour répondre aux diverses sollicitations, donc moins de répondants à l'enquête? La question de
de défaillance de structure qui fait qu'effectivement, on n'aurait plus les réponses de ces associations-là. Ça n'est pas à exclure, même si on l'a constaté, bon, il y a eu des défaillances, mais elles n'ont pas été forcément très nombreuses. Je ne sais pas, Cécile, si tu veux compléter sur les types de répondants à l'enquête, vu que ça a été une diffusion qui s'est basée sur les résultats de l'enquête précédente, enfin les contacts de l'enquête précédente. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on aura des éléments objectifs pour apprécier ces défaillances. On pourra aussi, sur le plan de l'emploi, voir quel a été l'impact. Et là, on est sur n'est pas sur des enquêtes, mais sur des données objectives, et elles seront bientôt publiées. Donc, on aura un regard sur l'année 2020 qui permettra d'objectiver, au moins pour les employeurs, les effets de la crise. Mais sinon, pour ce qui est de l'enquête, on vous disait qu'on avait laissé plusieurs espaces de libre expression aux dirigeants. Et là, on a quand même des témoignages de personnes vraiment qui sont un peu désespérées. Enfin, voilà, on voit bien qu'on a tout type de situation. Après, est-ce que c'est vraiment représentatif? Ça, on peut pas en juger. Mais se sont exprimés aussi bien des responsables d'associations vraiment volontaires et qui maintenaient leurs activités, et de grands sentiments de solitude sont un peu exprimés dans les chiffres, mais beaucoup plus dans les espaces de libre expression. Alors, une autre question qui était de Gilles Belzac à Nantes, qui nous demandait concernant l'activité des associations, pour les associations qui œuvrent dans le domaine de la solidarité. Alors ça, vous pourrez le retrouver effectivement dans les résultats déclinés. Je suis allé rechercher, c'est 14% des associations qui sont dans ce domaine-là, qui déclarent avoir maintenu moins de 20% de leur activité. Donc, on a bien 86% de ces associations-là qui sont effectivement actives, ce qui est supérieur évidemment aux autres secteurs d'activité, parce que c'est un secteur d'activité qui a forcément été très sollicité en ces temps de crise sanitaire. Et enfin, peut-être une dernière question avant de passer à nos témoignages. Une question du Souffle du Nord. Est-ce que sur les aides, il y a une distinction entre les associations avec une activité commerciale et les autres associations? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre cette question. Sylvain, oui, je peux peut-être t'aider. Il y a en effet une distinction, vous savez, enfin vous l'avez certainement vu, différents fonds qui sont évoqués dans l'enquête ont des cibles différentes. Le fonds de solidarité a visé les associations qui ont des activités commerciales et les associations employeuses. Voilà. Seulement ces deux champs-là. Voilà. Ça fait à peu près 200 000, normalement une cible de près de 200 000 associations. À côté de ça, on a mis d'autres fonds. Le fonds ESS visait aussi des associations employeurs ou primo-employeurs, pas tout à fait la même chose. Le FDVA visait des non-employeurs, principalement. Voilà. Les aides culture ont été spécifiées en fonction des domaines culturels. Donc, à chaque fois, chaque fonds avait sa cible, en réalité. Pareil pour le sport, aussi différent. Voilà, pour répondre à votre question. Merci, Charles-Emerick. En fait, je vais prendre une toute dernière question si j'ai encore 2 minutes. Et puis, elle fera peut-être la transition aussi avec les témoignages, parce qu'elle pose la question de savoir si la crise sanitaire a permis au monde associatif de développer de nouveaux concepts de solidarité territoriale et de mutualisation interassociative. Le SS est loin d'être en deuxième ligne, démontre sa capacité d'action. C'est Fabrice Deschamps de Quorum qui nous pose cette question. Alors effectivement, ça c'est quelque chose qu'on repère dans l'enquête, hein, on le voit. Le souhait de développer les coopérations interassociatives est d'autant plus fort et concerne de plus en plus d'associations. En tout cas, quand on compare aux résultats qu'on obtient sur ce type de questions en dehors de périodes de crise, on voit bien que là, il y a un vrai effet de la crise Covid sur ces questions des coopérations interassociatives. Et de plus en plus d'associations sont assez favorables
à développer ce type de coopération. Merci. Alors, on va prendre les témoignages. Il y a encore quelques questions qui restent en suspens, donc on va tâcher d'y répondre si on a le temps après les témoignages. Donc, tout de suite, je vais donner la parole à Antoine Potier, qui est délégué fédéral pour les centres sociaux, la Fédération des centres sociaux de Bretagne, et qui va témoigner donc d'un kit solidaire qui a été mis en place par leur association. Oui, merci Adèle. Merci déjà de l'invitation. Alors, c'était plutôt mon collègue Serge qui devait venir à la base, mais je le remplace au pied levé et avec grand plaisir. Du coup, je vais partager mon écran. Je vais juste pouvoir vous montrer en 5 minutes de qu'est-ce qui a été fait. Alors, juste pour présenter la structure, pour que vous ayez un ordre d'idée du contexte. Donc, nous, la Fédération des centres sociaux de Bretagne, c'est à peu près, alors maintenant, c'est 74 structures adhérentes sur 4 départements. C'est à peu près 1700 salariés, 3700 bénévoles dans les centres sociaux. Et c'est à peu près cumulé un peu plus d'1 million d'euros de budget. Notre mission, nous, principale en tant que Fédé, c'est vraiment d'accompagner le réseau de nos structures adhérentes. Et donc, vous vous doutez bien que le jour où le confinement a été décidé, nous, notre travail étant d'aller dans les centres sociaux et dans les EVS pour les accompagner, on s'est retrouvé le bec dans l'eau, comme on peut dire. Et c'est ce qui fait que dès la première semaine de confinement, on s'est dit qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que Fédération des centres sociaux pour accompagner nos adhérents et pour accompagner les équipes. Et la première chose a été de se dire il faut qu'on puisse créer un outil qui puisse, en fait, eux, leur garantir le maintien d'un lien avec les habitants et les habitantes et avec les bénévoles. Et donc, tout de suite, on s'est dit, voilà, les portes des centres sociaux vont fermer, les structures vont fermer au niveau local. Comment maintenir ce lien avec tout le public, puisque les centres sociaux, c'est à la fois des enfants, des jeunes, des familles, de plus en plus de seniors aussi. Donc, potentiellement aussi des gens qui vont s'isoler et pour qui le centre social, c'est vraiment le lieu de sociabilité. Donc, voilà. Et donc, la réponse qu'on a trouvée en quelques jours, quelques semaines, c'était la création de ce qu'on a appelé le kit solidaire Braille, qui très concrètement répondait, en tout cas par rapport aux besoins qui avaient été mis. Le but, c'était de se dire comment on peut créer un moment d'entraide et créer de l'entraide et surtout avoir un suivi derrière. Donc, l'essence même, c'était d'abord de créer 2 tableurs qui étaient mis à disposition de chaque structure. Et dans ces tableurs-là, le but, c'était de repérer les gens qui pouvaient donner des coups de main et de ceux qui avaient besoin d'avoir des coups de main et des visites à domicile. Et, voilà. Et donc, les gens venaient au centre social, les bénévoles qui étaient motivés pour aller, alors bien entendu, ils avaient leur petite attestation à l'époque, ça fait bizarre d'ailleurs de reparler maintenant, mais ils avaient leur petite attestation en tant que bénévole pour pouvoir aller faire de l'aide d'intérêt général. Donc ça, c'était l'essence même, et ça, c'est encore utilisé aujourd'hui. Il faut le savoir, ce tableur-là, puisqu'aujourd'hui, les centres sociaux vont réouvrir demain officiellement, mais il y a encore, il y a encore de l'aide qui est faite, notamment pour les personnes les plus isolées, et ces tableurs-là sont encore utilisés, et avec un suivi aussi psychologique parfois des gens derrière, un rebond vers quel service on peut les orienter. Voilà. Le deuxième en gros outil de ce kit Solidaire Braille, c'était de pouvoir communiquer, pour que les centres puissent communiquer, donc des affiches, des communiqués de presse qui ont été faits pour que les gens du territoire, les habitants, puissent prendre connaissance du numéro de téléphone du centre social, puisque la plupart, leurs numéros on pouvait encore les appeler, ou même des portables, et que les gens puissent demander de l'aide, justement, s'ils avaient besoin d'aide. Voilà. Donc ça, c'était vraiment et ça a été aussi très utilisé. Le troisième outil, c'était des fiches conseils et des ressources. Et là, en fait, ça a été hyper pertinent aussi parce qu'on s'est rendu compte que ce soit pour l'accompagnement à la scolarité, pour des temps d'écoute aussi, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui se sont mis à appeler au quotidien, des personnes âgées, des personnes isolées pour maintenir du lien social. On ne devient pas comme ça du jour au lendemain psychologue, on ne devient pas du jour au lendemain quelqu'un qui va écouter, va prendre des choses qui vont être difficiles à entendre.
Et donc, il y a tout un tas de fiches, conseils et ressources. On a fait appel à notre réseau, on est organisme de formation, donc on a beaucoup de formateurs compétents. Et on a créé une ressource assez importante de fiches et de conseils qui ont été bien utilisés aussi par notre réseau. Ensuite, on a créé aussi un jeu favorisant le maintien de liens sociaux à base de cartes, du coup, qui a été mis à disposition des centres. Donc là, c'était aussi pour recréer du lien avec nos bénévoles, parce qu'on l'a bien vu, ça a été la grosse difficulté. On a perdu pas mal de bénévoles. Et le dernier élément, c'était un memento, un tutoriel pour permettre de se saisir de ces outils, parce que c'était très bien de leur transmettre, mais derrière, le but, c'était aussi qu'ils puissent s'en saisir. Donc voilà, donc ça a été très bien reçu par notre réseau, vous vous doutez bien, parce que eux, ça leur a mis un peu le pied à l'étrier, parce que certains étaient très perdus qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et vu que là, c'était beaucoup de choses qui étaient un peu faites hors les murs, voilà, ça leur a permis déjà de les aider dès le départ et de favoriser l'entraide et de les mettre en dynamique, en fait. Donc la mobilisation du réseau s'est faite. On a transmis ce kit solidaire Braze. Les objectifs, vous vous doutez bien derrière, c'était aussi de pouvoir co-construire, de ne pas faire dans notre coin. Il y a des centres sociaux parfois qui se sont substitués à certaines associations, notamment les banques alimentaires, parce que les banques alimentaires fonctionnent beaucoup avec des bénévoles et que les bénévoles à l'époque se sont protégés et se sont retirés de... Voilà, donc on s'est substitué à pas mal de structures. Et de ça a découlé quelque chose de très pertinent, c'est qu'on a organisé des groupes métiers, des groupes de travail. On s'est rendu compte qu'il y avait des grandes thématiques qui ressortaient. La lutte contre l'isolement des personnes âgées, comment préparer le retour des bénévoles, comment préparer le retour du public. Voilà, donc on a organisé des groupes de travail qu'on faisait en visio pour pouvoir préparer la reprise d'activité. Voilà, et puis aussi pareil, comment utiliser le numérique. Nous, du jour au lendemain, on s'est mis à former nos bénévoles sur l'usage de Zoom. On a pris un abonnement. Voilà. Et donc, le bilan global de ce kit Solidaire Braze, c'est qu'on a à peu près 5000 personnes, 5000 familles qui ont été touchées. Plus de 500 jeunes aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'aide aux devoirs. Et voilà. Environ 6000 adultes et seniors isolés, on va dire. Et après, un certain nombre d'actions d'entraide qui se sont développées et qui vont être maintenues, on l'espère, après, voilà. Et la plus grosse, et c'est quelque chose qui est inhérent aux centres sociaux, mais on a développé encore plus là les verts. Là, je peux citer le centre social de Morlaix, par exemple, qui s'est muni d'une caravane qui est implantée sur un territoire, mais qui du coup fait le tour du quartier avec cette caravane et permet de décentrer son activité sur les quartiers. Et l'Aller Vert va permettre de faire revenir le public et aussi de proposer des actions en bas de chez eux. Voilà ce que je peux vous dire. Bien, merci beaucoup. J'espère que ça a été clair. De rien. Je pense. De toute façon, on reprendra derrière un temps de questions-réactions si besoin de précision, d'éléments complémentaires. Merci beaucoup pour cet exemple d'adaptation des activités avec un bilan très intéressant. Je passe maintenant la parole à Philippe Venceslau de Jésus, qui est donc chargé de mission à la Maison des associations de Roubaix, qui va nous parler d'une autre initiative d'adaptation justement au contexte. Alors, je sais que Philippe, tu as demandé des photos, donc je vais partager mon écran. Pas de souci. Bonsoir à toutes et tous. Alors, nous, la réflexion au démarrage, elle s'est surtout faite à la sortie du premier confinement pour la MDA de Roubaix, dans le sens où on s'est trouvé pas du tout prêt, pas du tout en capacité de rebondir sur cette période courte, même si avec le recul, voilà, le premier confinement, au final, les missions de base de la MDA ont été bien remplies, mais voilà, il y a une grosse interrogation. Et l'accent a été mis après ce premier confinement sur l'utilisation des outils numériques, alors pour plusieurs axes. Le premier axe, ça a été pour les actions qu'ils pouvaient, d'essayer de les maintenir. On a eu certaines activités culturelles, cours de danse, cours de gym, cours de yoga, cours de beatmaking, d'écriture,
des choses comme ça, où on a mis à disposition un matériel qui a été acheté dans l'intervalle pour proposer aux assos de venir dans les locaux ou que nous, on se déplace dans les leurs. Alors ça, c'était beaucoup plus rare. Et deux cas de figure, soit faire du direct, ça a été fait plutôt à la reprise en octobre, soit de faire de la captation avec du montage et de mettre à disposition les ressources pour les adhérents des associations. Le choix, il était plus au direct pour deux raisons au départ, parce que c'était plus facile à mettre en place rapidement sans trop chambouler les pratiques et sans se poser trop de questions. Et c'est aussi parce que ça permettait de refaire du lien avec les adhérents, se redonner un rendez-vous, essayer d'échanger un petit peu en direct. Même s'il y a une adaptation, hein, il faut des gens qui fassent la modération, des petites choses comme ça. Mais ça a été le premier axe. Le deuxième axe, ça a été le soutien à tout ce qui est événements statutaires. Ça a été très demandé en fin et début d'année. C'est-à-dire qu'un peu sur l'exemple de ce que les collègues du mouvement ASSO, du RNMA, etc., sont en train de faire là-dessus. C'est-à-dire que nous, on mettait à disposition du matériel technique, des locaux. On s'occupait de toute la logistique et de la modération le jour J et de la préparation en amont et de l'accompagnement des personnes pour pouvoir remplir les éléments statutaires. Et on les aidait sur la réalisation de leur CA, de leurs assemblées générales, ou de réunions thématiques pour préparer, on espérait, des reprises en janvier ou des choses comme ça. L'idée par la suite, le troisième axe, c'est vraiment de développer l'accompagnement spécifique des assos, parce qu'en fait, ça a été très bien perçu, ces initiatives. Et en même temps, il y a un petit bémol qui est porté par les assos, nous, du réseau de la MDA de Roubaix, de dire attention, on ne veut pas non plus partir dans quelque chose qui arriverait par la suite où on nous met du tout numérique, du tout visio, du tout enregistré, du tout à distance. Et ils sont très friands de reprendre au plus vite, même si la définition de normalité, on en parlait tout à l'heure, elle peut s'interroger, mais en tout cas de revenir sur des choses le plus normales, mais par contre d'utiliser ce qui a été fait, ce qui est en train de se faire pour faire monter en compétences et que ce soit un outil supplémentaire. Mais là-dessus, il y a besoin d'un accompagnement. Un exemple, c'est sur les associations notamment qui n'ont pas forcément eu besoin pour le démarrage des confinements de cet outil-là, c'est les assos qui travaillent sur l'éducation et autour de la scolarité. Nous, on est resté ouvert avec une autorisation préfectorale et on a continué d'accueillir les apprenants, soit pour les cours de langue française, pour les Français langue étrangère, ou l'aide aux devoirs et le soutien à la scolarité. Mais il y a eu une interrogation et l'accompagnement là-dessus, il est important, à se dire, en plus de ce qu'on a déjà et du fait qu'on peut quand même travailler en physique, il y a peut-être réflexion à faire. Là, on voit l'espèce de studio de fortune qu'on a monté entre les deux confinements, de travailler sur fond vert avec des nouvelles méthodes, en mettant à disposition des outils supplémentaires par rapport à ce qui existe toujours en physique. Donc ça, c'est vraiment le cheval de bataille, de se dire maintenant, on va effectivement développer ces compétences-là, nous en interne et auprès des assos du réseau, mais il y a vraiment une demande de ne pas le faire n'importe comment et de faire un outil supplémentaire, un axe supplémentaire sans qu'il remplace tout ce qu'on espère pouvoir refaire là très vite. Voilà, pour faire court. Merci Philippe. Adèle, est-ce que tu me laisses quelques questions encore? Oui, absolument. On peut reprendre encore quelques questions. Hop. Alors, merci aux deux témoins. Je trouve que ça illustre quand même bien les chiffres qu'on a pu présenter avant. On n'a pas forcément des questions qui traitent des témoignages, donc je vais peut-être repartir sur les quelques questions non traitées qui sont sur l'enquête, notamment une question, pouvez-vous nous donner des exemples de délocalisation de l'activité? C'est Axel de France Active qui nous demande ça. Cécile, je ne sais pas si tu as des exemples de délocalisation de l'activité.
En fait, il faut bien s'entendre quand on parle de délocalisation, c'est à proximité, hein, une activité qui pouvait plus se tenir dans un local parce que les conditions n'étaient pas remplies, eh bien, était transférée dans un autre local plus adapté. Et sans parler aussi donc des activités qui ne se pouvaient plus être exercées en présentiel, mais qui étaient aussi en ligne. Donc tout ça participe des adaptations rendues nécessaires pour bon nombre d'associations en fonction des activités. Mais c'est surtout voilà, de la délocalisation, il faut l'entendre par rapport à un local inadapté et à proximité. On n'est pas dans la mondialisation. En effet, c'est toujours bon à rappeler. Une autre question de la FOL 85, qui est presque une remarque. Il serait intéressant de savoir si des associations ne concentrent pas les aides financières avec un cumul des dispositifs. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort de l'enquête? Il ne me semble pas. Mais... Peut-être plus de la part des associations employeuses, parce que là, il y a plusieurs dispositifs qui les intéressaient. Sinon, j'avoue qu'on n'a pas regardé ça dans le détail pour l'ensemble des associations. Charles Emerick, vous avez des infos? Alors, les infos que j'ai, c'est que c'est a priori impossible. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que soit l'employeur appelle le chômage partiel, et donc avait une partie de ses charges payées par l'État, soit il était en déficit, parce qu'il payait lui-même ses charges, et donc il se retournait vers le fonds de solidarité. Dans le cadre du fonds de solidarité, c'était draconien, et c'est toujours, finalement, le contrôle fait par le ministère des Finances sur, justement, cette perte d'activité, cette perte de chiffre d'affaires. C'est pas possible d'avoir les deux. On est employeur, voilà. C'est très, très compliqué. C'est possible à un moment donné d'avoir le fonds de solidarité, et puis après de passer au chômage partiel, éventuellement. Mais dans le sens inverse, je pense que c'est même pas possible. Après, je disais, les fonds avaient des cibles différentes. Donc, un employeur qui aurait tenté d'émarger après au fonds ESS, où là, il était éventuellement éligible, ce serait évidemment interpellé puisque le fonds ESS n'arrivait qu'à la place du fonds de solidarité si l'association employeur n'avait pas trouvé son bonheur auprès du fonds de solidarité. De la même façon pour le FDVA, finalement, ou pour l'Agence nationale du sport, ou pour le ministère de la Culture. À chaque fois, les différents fonds visaient des associations qui n'avaient pas pu bénéficier des fonds transversaux. Voilà. Donc, a priori, il n'y a pas de cumul comme ça. Voilà. D'ailleurs, on a mis en place des règles assez rapidement parce qu'un certain nombre d'associations que nous connaissons dans notre secteur bénéficient d'aide à l'emploi, comme le FONGEP ou des aides sportifs. Très clairement, on a vu très vite qu'il fallait arriver à régler la combinaison de ces aides dans le général, le secteur GEP par exemple, ou le secteur sport, avec le chômage partiel. Voilà. Pour éviter justement ces cumuls d'aides et après une surcompensation, une suraide financière qui aurait amené après à des contrôles. Et on sait très bien, personne n'aime les contrôles posteriori, surtout quand il s'agit de récupérer de l'argent. Dans ce cas-là, c'est un titre de perception, ça ne fait jamais plaisir. Voilà. Donc, il vaut mieux l'éviter en amont. On a tout fait pour l'éviter en amont. Et moi, je pensais juste, là, vous parliez que des aides directes, mais par exemple, le report des échéances sociales ou fiscales, ça fait partie des choses qui pouvaient se cumuler. Oui, mais dans ce cas-là, vous pouviez aussi cumuler des aides juridiques pour reporter votre assemblée générale, etc. Oui, Il y a voilà. énormément d'autres aides. Voilà. Simplement, de la même façon, quand vous utilisez un report facturation, un report de charge, c'est-à-dire que vous ne payez pas les charges, donc vous n'avez pas accès aux fonctionnalités. Vous avez accès aux fonctionnalités si vous êtes dans une impasse financière, parce que vous payez vos charges. Donc, à chaque fois, il y avait différentes modalités d'aide qui avaient vraiment des logiques différentes et des cibles différentes. Très bien, merci pour ces précisions. Et on va rester dans les aides financières avec une demande autour de nouvelles aides financières au niveau national pour de nouveaux outils pour permettre des échanges en ligne de type webinaire et des projections à distance. Est-ce que quelqu'un a des éléments sur des aides de ce type-là? Personnellement, moi, je n'ai pas à l'heure actuelle. C'est l'intérêt de l'enquête, de cette troisième enquête, puisqu'à chaque enquête, on a fait évoluer les dispositifs. Donc, c'est typiquement au vu de ces besoins que j'évoquais tout à l'heure en introduction
nouveaux qu'on voit émerger, c'est besoin d'alliances, c'est besoin numériques. On va pouvoir mettre en place des choses nouvelles, faire évoluer dans le cadre de la relance. Donc pour le moment, j'ai pas d'aide miracle qui arriverait sur espace. Voilà, ça marche pas comme ça. Il faut qu'on la construise, qu'on la co-construise d'ailleurs même en associatif, puisque porteront aussi la voie de ces réformes pour le moment. Ok. Une question aussi de Bernard Riva qui nous demande avez-vous noté un accroissement de recherche et de diversification de nouvelles ressources financières, notamment autour du crowdfunding, du mécénat ou du fundraising? Est-ce qu'on a des éléments qui permettraient de distinguer ça dans l'enquête ou autrement? Non, pas dans l'enquête. Il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées et qui ont montré une augmentation des dons. Voilà, après ça, c'est une analyse qu'on pourra de nouveau mener sur la base de données chiffrées issues de Bercy sur les réductions d'impôts, que ce soit de la part des entreprises ou de la part des particuliers. Donc ça, on pourra l'objectiver, mais il faut un petit peu de temps. Très bien. Et je crois qu'on va peut-être poursuivre. Il reste quelques réponses encore et il y en a de nouvelles qui arrivent encore, mais je pense que peut-être on pourrait y répondre par mail à la suite du webinaire d'aujourd'hui pour pouvoir permettre de continuer un peu de dérouler le webinaire tel que prévu. Tout à fait, merci à tous. Et du coup, on peut poursuivre donc avec Cécile sur la présentation des suites et fins de l'enquête, des résultats de l'enquête. Je crois que Charles-Aymeric voulait dire un mot. Oui, vas-y Charles-Aymeric, en quelques minutes. Non, mais oui, excuse-moi Adèle, c'est simplement parce que le chartier s'est posé une question sur le LDVA2, pourquoi il y a un deuxième appel à projet? Parce qu'on a mis beaucoup d'argent, plus de 50 millions d'euros cette année, on va toucher les 57 millions d'euros, donc on est loin des 8 millions il y a quelques années. Hein. Et de ce fait-là, forcément, il n'y a pas forcément toujours eu autant de projets sur le premier semestre, alors que justement, c'était le FDPA notamment 2, était là pas comme un fonds d'urgence, mais comme un fonds pour les toutes petites associations. Finalement, dans certaines régions, ça n'a pas marché aussi bien que ça, donc il y a eu de l'argent. C'est aussi la première année qu'on récupère des crédits de comptes inactifs qui ont atteint la déchéance triennale, 30 ans de comptes inactifs, voilà, personnes décédées, que l'État a récupéré, que le FDVA a récupéré pour vous. Merci Charles-Aymeric. Alors, Cécile, je te laisse prendre la main. Ben, je reprends la main et je partage de nouveau mon écran. Voilà. Nous en étions là. Nous terminions donc l'état des lieux de la situation au mois d'avril 2021. Et là, je vous propose de poursuivre avec les besoins d'accompagnement. Alors, avant de regarder les besoins tels qu'ils ont été exprimés, je vous propose de regarder les sujets d'inquiétude qui sont exposés par les responsables d'associations. On est là encore dans une question récurrente de nos précédentes enquêtes, mais concentrons-nous sur les résultats 2021. Et on voit qu'arrive en tête le maintien du lien avec les bénéficiaires et les adhérents, 68% des associations concernées, et la diminution du nombre d'adhérents. Donc, sujet d'inquiétude numéro 1, les adhésions, et aussi donc ça veut dire synonyme de reprise d'activité et de cotisation. Et puis, sujet numéro 2, le bénévolat, que ce soit les ressources humaines bénévoles, que ce soit la motivation et l'investissement des dirigeants, ou encore le renouvellement des dirigeants. Les finances arrivent en 3e position et les locaux en 4e position, mais je dirais juste derrière. Cette question des locaux, des moyens matériels, forcément, avec la crise, avec les conditions, les critères, etc., les mesures barrières, eh bien, prennent une dimension bien plus importante. Cité moins souvent, donc l'évolution des politiques publiques, les relations avec les collectivités territoriales, les relations avec les partenaires privés, les relations avec les services de l'État et la concurrence éventuelle avec le service privé lucratif, ça qui concerne certains secteurs d'activité.
Donc, ceci étant dit, regardons maintenant les besoins qui ont été vraiment jugés prioritaires. Hein. Donc, la liste est plus longue, mais là, on va se concentrer sur les besoins qui ont recueilli le plus de suffrages. Alors, sur le plan financier, la confirmation des subventions annoncées et les aides financières exceptionnelles arrivent en tête avec 25 et 20%, mais en repli par rapport au printemps 2020. En revanche, ce qui vraiment est exprimé de façon plus affirmée, c'est une aide à la communication, le besoin qu'ont les associations de donner ou de redonner de la visibilité aux actions, ce qui permettra aussi d'attirer les adhérents, aussi les bénévoles. Donc, ce besoin en communication qui prend 9 points par rapport à 2020. La recherche de locaux, plus 6 points. Des outils numériques pour maintenir la vie associative à distance, plus 3 points. Et puis aussi donc, un accompagnement à la recherche de financement, des dons, matériel informatique et aussi un accompagnement, une aide sur le numérique. Alors, comme je vous le disais, la liste est plus longue et nous avons pris l'option d'évoquer ces deux questions qui étaient posées aux responsables d'associations qui n'étaient pas forcément directement en lien avec les besoins d'accompagnement, mais qui pour nous font vraiment écho à des besoins immédiats et à court terme. Donc la première question qui leur était posée, c'était: pensez-vous réorienter significativement votre projet associatif ou votre plan d'action d'ici fin 2021? On a 12% des associations qui disent oui, pour choisir les actions qui peuvent demeurer et écarter celles qui sont désormais difficiles à réaliser. On en a 24% qui envisagent ces changements pour proposer de nouvelles actions et qui seraient destinées à relancer l'association. Là, des changements qui seraient plus à la marge, mais qui concernent tout de même 31% des associations. Donc, si on reste concentré sur les intentions plus affirmées de changement, on a 36% des associations. Ce n'est pas étonnant, on sait que beaucoup d'associations ont profité de la crise pour lancer des réflexions, constituer des groupes de travail, justement réfléchir au fonctionnement, au projet associatif et à imaginer des évolutions. Mais pour que ces bonnes intentions ne restent pas lettre morte, on peut tout à fait imaginer qu'elles ont besoin d'être soutenues, de pouvoir bénéficier de conseils, puisqu'on est là quand même sur des dimensions plus stratégiques. Donc, il a semblé que pour les acteurs de l'accompagnement, c'était une dimension importante à avoir à l'esprit. De la même façon que cette autre question qui était posée concernant les rapprochements avec d'autres associations. Là encore, la crise a facilité, favorisé, encouragé parfois des coopérations entre associations. Et bien là, on a 52% des associations qui se déclarent favorables à ces rapprochements, donc 24% pour des coopérations nouvelles ou renforcées, 24% pour des mutualisations utiles, là on est sur l'opérationnel, et on a 4% qui n'écartent pas l'idée d'une fusion. Donc une majorité d'associations vraiment volontaires pour ces rapprochements, et là encore, certainement en demande de conseils et d'un appui pour aller au bout de ces démarches. Alors, comme on l'a annoncé, puisqu'il y a déjà eu des questions sur les associations employeuses, on a fait un petit focus sur ce cas spécifique des associations employeuses. Peut-être un rappel, parce que on sait rarement, enfin, quand on discute du secteur associatif, rares sont les personnes qui ont vraiment conscience de deux choses. La première, c'est que 88% environ des associations ne fonctionnent qu'avec des bénévoles. Donc, les associations employeuses représentent 12% de l'ensemble des associations. Et le deuxième point, c'est que même si elles ne représentent que 12% de l'ensemble des associations, eh bien, l'emploi qu'elles occupent représente, lui, environ près de 10% du secteur privé, des emplois du secteur privé. Donc, c'est plus que le secteur bancaire et le secteur de la construction réunis. C'est-à-dire que
voilà, le poids du secteur associatif dans l'emploi est trop souvent méconnu. Et au dernier recensement ACOS-URSSAF et Mutualité sociale agricole, c'était 1 835 000 salariés dans les associations. Alors, ceci étant dit, par rapport à l'enquête, on a retenu quelques faits marquants, à commencer par les ressources et les charges qui ont particulièrement affecté les associations employeuses. En tout cas, elles se distinguent nettement de l'ensemble des associations par une proportion de 53% d'associations employeuses qui affichent une perte de revenus d'activité significative, aussi 32% une augmentation des dépenses générées par la crise, 9% des risques d'annulation de commandes publiques et 28% des dépenses engagées à perte car des activités ont été annulées. Sur les autres ressources et charges, elles ne font pas trop la différence, voire même là, si on regarde les 16% d'associations employeuses qui affichent une perte de revenus totale, elles sont moins nombreuses que l'ensemble des associations, proportionnellement bien sûr, parce qu'avec les salariés, avec les mesures qui ont pu être prises de travail à distance, etc., elles sont plus facilement parvenues à maintenir un minimum d'activité. Concernant les besoins d'accompagnement, on a là à droite le top 5 des besoins exprimés par l'ensemble des associations et à gauche le top 5 pour les seules associations employeuses. Bon, c'est assez comparable, en tout cas dans la hiérarchie, mais quand même des différences qui sont à pointer concernant la confirmation des subventions, donc 9 points de plus que dans l'ensemble des associations. Pour les aides financières, 4 points de plus. Et ça fait écho aussi donc, à ce qu'on vient de voir précédemment sur la situation financière. Pour l'aide à la communication, eh bien, les besoins sont équivalents. Vraiment un besoin de visibilité de la part des associations organisées au nom des salariés. Chez les employeurs, le numérique recueille un peu plus de voix, si je puis dire. On a 20% d'associations en demande d'accompagnement. Bon, c'est 17% en moyenne, parce qu'aussi c'est devancé, ou en tout cas à égalité avec la nécessité de disposer de locaux adaptés à la situation. Et pour ce qui est des employeuses, on termine sur le sujet du numérique qui est doublé d'un besoin en matériel informatique qui là est plus exprimé. Alors, le recours aux solutions des pouvoirs publics, on revient là sur 21% de l'ensemble des associations qui ont activé des solutions financières. Eh bien, on passe à 48% des associations employeuses, donc près d'une sur deux. Et les aides dont elles ont pu bénéficier, donc pour 43% d'entre elles, c'était le fonds de solidarité, le report d'échéances sociales fiscales, 28%, et aussi donc des aides sectorielles pour 28%. Concernant le chômage partiel, là, on a, on peut dire encore, mais on est en avril et on est encore pendant une période de confinement, mais 33% d'associations dans lesquelles 100% des salariés sont au chômage partiel, donc un tiers, mais c'est vrai que c'est quand même 13 points de moins qu'en mai 2020. Et en revanche, on a davantage d'associations qui conservent une partie des salariés en chômage partiel, donc 31% pour 17% en mai 2020. Les perspectives pour demain, et ce sera la dernière question. Au regard du contexte actuel, face à quelle situation pensez-vous que votre association pourrait se trouver confrontée au cours des mois à venir? On a encore 30% en avril d'associations qui ne sont pas en mesure de répondre à cette question. Donc, on voit bien là ce climat d'incertitude identique à celui du mois de mai. On a encore 36% d'associations qui déclarent la nécessité de maintenir le plus longtemps possible le chômage partiel. Le risque de ne pas pouvoir maintenir l'effectif salarié en l'état qui passe de 33% à 27%.
Le report de recrutement qui était prévu avant la crise, 17%. Et puis des recrutements qui sont à prévoir. Et là, eh bien, on passe de 8 à 16%. Donc là-dessus, même si on a toujours ce climat d'incertitude, mais des perspectives qui sont plutôt encourageantes. Voilà pour ce qui est donc de cet état des lieux, en vous invitant vraiment à télécharger la version complète, hein, qui comporte, je crois, Adèle, 60 diapos, donc on va quand même beaucoup plus loin, et puis les tendances sectorielles qui, je pense, ne manqueront pas d'intéresser beaucoup d'entre vous. Tout à fait, merci beaucoup Cécile pour cette présentation. Eh bien, écoutez, ce qu'on vous propose pour terminer, c'est une lecture partagée des grands enjeux et des grands enseignements, en tout cas, de l'enquête. Lecture partagée qui va être faite donc par Frédéric Frinder, délégué général du mouvement associatif, et Carole Orchamps, déléguée générale du RNMA. Voilà, donc je crois qu'on commence avec Frédéric. Merci Adèle, bonjour à toutes et tous. Alors c'est très ambitieux, hein, les lectures partagées des grands enjeux. Je ne suis pas sûre qu'on va y arriver tout de suite parce que les résultats sont très riches. Cécile le disait, 62 slides et encore tout ça, c'est sans parler des fichiers Excel derrière avec tous les résultats. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de travail collectivement pour exploiter tout ce que nous apporte l'enquête et voilà, et on s'en félicite. Et avant d'aborder les enseignements, je voudrais souligner quand même la dynamique de coopération autour de ce travail, cette dynamique de coopération qu'on a depuis le début de la crise, hein, puisque c'est la troisième enquête. Voilà, et pour les participants qui sont là, vous voyez les différents intervenants. Voilà, ce sont les équipes de recherche et solidarité, du RNMA, du mouvement associatif, la JEBVA, et on a travaillé tous ensemble là-dessus dans voilà, une coopération. On nous dit souvent que l'écosystème associatif est difficile à lire, à identifier, que des fois on a des doublons, mais là je crois qu'on montre bien l'efficacité collective et voilà, je tiens quand même à le dire, à le redire. Pour moi, ce que montrent surtout les résultats de cette enquête, c'est que les effets de la crise risquent d'être forts et durables parce que la crise est venue toucher quelque chose qui est au cœur de ce qui fait l'action associative, c'est la capacité à être ensemble, à se retrouver, à avoir de l'action collective. Donc, au-delà des questions financières et de l'arrêt des activités, qui sont des choses qui sont apparues très fortement dans les premières enquêtes, là, on voit bien que ce qui ressort, c'est cette préoccupation des problématiques pratiques pour arriver à se retrouver et avoir des locaux voilà, qui sont des obstacles à court terme. Mais au-delà de ça, c'est surtout la question du lien, de la façon dont on renoue les liens, qui est posée au travers des réponses à plusieurs des questions. Les liens avec les adhérents, les liens avec les bénévoles. Et évidemment, ça ressort sur les préoccupations de court terme, mais de long terme aussi, et avec un impact sur les modèles socio-économiques, parce que la question du lien, elle est au cœur des modèles socio-économiques associatifs. Le lien avec les adhérents qui apportent des cotisations qui sont bien souvent le socle de financement pour de nombreuses associations. Le lien avec les bénévoles contribuant évidemment à l'équilibre du modèle socio-économique des associations, ce qu'on néglige peut-être un peu trop souvent quand on parle des ressources associatives. Donc, ces enjeux-là, en fait, ils sont vraiment, je trouve, en filigrane de toutes les réponses, enfin, de la plupart des réponses qu'on a. Ils ressortent beaucoup plus fortement que dans les deux précédentes enquêtes. On voit bien que ça s'inscrit dans la durée et que ça apparaît comme des enjeux majeurs. C'est certain que ces 14 derniers mois vont entraîner des changements dans les pratiques de chacun d'entre nous, hein, on le sait bien, dans nos vies quotidiennes, dans nos pratiques. Ça va sans doute accélérer des transformations qui sont déjà à l'œuvre, faire évoluer les rapports sociaux assez probablement. Et depuis 14 mois, les associations répondent à ça aussi, hein, en adaptant leurs activités, leur mode de fonctionnement, et les témoignages en ont donné déjà quelques exemples, mais on en a tous vu autour de nous, mais ça n'est certainement que le début de ça. Et on a, je pense, collectivement à travailler sur ces adaptations, sur ces transformations,
à trouver les bons outils, les bonnes mesures. Et là, je parle pour les pouvoirs publics, les bons outils pour nous sans doute, les bonnes mesures pour les pouvoirs publics pour accompagner ça. Continuer l'échange de pratiques, parce que les exemples surgissent partout et ce partage de bonnes pratiques, il est certainement essentiel. Donc, pour moi, c'est vraiment le fil sur ces prochains mois. C'est un gros défi pour les associations elles-mêmes, pour notre capacité à alimenter la cohésion sociale, le lien social. C'est sans doute aussi une opportunité peut-être d'accélérer un certain nombre de transitions et de transformations. C'est là-dessus que je pense que nous pouvons travailler ensemble dans les prochaines semaines, dans les prochains mois sans doute. Voilà, et Carole, je te cède la parole. Merci beaucoup. On t'entend pas. Carole, ton micro est coupé. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Très bien, merci, désolée. Je te rejoins complètement, Frédéric. Je te rejoins également, alors sur tes constats, mais également sur ces remerciements, parce qu'en fait, on a réussi avec le mouvement associatif Recherche et Solidarité, l'appui de la GEBVA, à mener ces 3 phases d'enquête et en bonne intelligence, en bonne confiance, et c'est effectivement quelque chose à souligner. Concernant les grands enseignements, ma foi, ça va être là aussi très compliqué du point de vue du réseau. En tous les cas, au niveau des constats, bien entendu, l'état des lieux de l'impact du Covid révèle 2 points majeurs. Cécile l'a rappelé tout à l'heure, une morale des dirigeants en forte baisse, et puis des impacts très forts sur le bénévolat et les activités pour les associations, avec les 2 préoccupations immédiates, la reprise des activités, avec la réouverture des structures d'accueil et des locaux, parce que effectivement, là, ça nécessite aussi d'avoir accès à des équipements qui permettent de respecter les mesures sanitaires. Et puis, la deuxième préoccupation, c'est l'adaptation des activités dans la durée, et notamment en cas de nouvelles perturbations. Forcément des inquiétudes pour demain. On avait relevé, ce qui a été très bien présenté, merci beaucoup Cécile, 4 sujets d'inquiétude. Moi, je dirais qu'il y en a 5. Il y a retrouver le lien avec les adhérents, forcément, remobiliser ces bénévoles, bien tout ce qui relève de la situation financière et donc à venir, mais aussi de l'impact financier immédiat. Il y a la question des relations partenariales et puis il y a la question des moyens matériels. Peut-être juste faire une aparté, parce que c'est vrai que ces 3 enquêtes portent sur l'impact du Covid, enfin de la crise sanitaire sur les associations, mais à aucun moment donné, nous n'avons fait de mise en visibilité consolidée de toutes les actions qui ont été mises en œuvre dans cette période. Et là, on a eu 2 témoignages sur cette webconférence qui démontrent toute l'ingéniosité de ce qui a pu être mis en place. Donc là, nous ne voyons en fait que des éléments un peu négatifs de la photo, mais nous ne voyons pas toute la réalité et toute la positivité des actions qui ont été mises en œuvre dans ces 18 derniers mois, avec toute la capacité d'auto-organisation, d'accueil de citoyens qui souhaitaient s'engager, l'agilité des assos, leur connaissance des territoires et des secteurs, leur connaissance des acteurs pour co-construire dans la rapidité des réponses aux besoins d'urgence, avec d'autres types de publics, notamment des acteurs publics, mais également des acteurs privés. C'est vrai que je vais reprendre un petit mot de Claude Alchandéry, qui avait publié une note très, très intéressante l'an passé, qui disait, en réponse à la crise sanitaire, grosso modo, les expériences des nouvelles solidarités se multiplient, mais leur dispersion réduit leur impact. Et il nous faut les rassembler, les valoriser, et valoriser des efforts fragmentés en nouant des liens, en créant des coopérations. Et il serait sans doute, alors là c'est plutôt une perche que le RNMA tend, ce serait sans doute intéressant à un moment donné de mener une enquête sur les actions qui ont été réalisées par les associations au profit de la société, notamment pendant cette période de crise. Et ça, c'est une aparté.
Alors, comment envisager la suite et la sortie de crise? On le voit bien, hein, les enquêtes, et notamment cette dernière, révèlent que les assos ont besoin de structures, d'intermédiation, de structures d'accompagnement pour soutenir l'action bénévole, associative et citoyenne, pour faire le lien, pour mettre en lien le besoin, la demande et puis l'offre. Il y a également l'enjeu de conserver les engagés d'un jour ou de quelques heures et de leur donner envie, mais aussi les espaces, les moyens de s'impliquer durablement en tenant compte de leurs capacités. Et des exemples mis dans l'urgence ont été mis en place, comme le présentait tout à l'heure Antoine, je ne sais plus son nom, mais concernant le kit solidaire Brest. Il y a besoin aussi de donner de la lisibilité et de la visibilité, c'est ce que rappelait tout à l'heure Charles-Émeric Caffin, et de faciliter l'accès aux aides accessibles possibles aux associations, bien entendu les aides financières, hein, mais actuellement, rappelons-le quand même, ces aides financières sont essentiellement destinées aux associations employeuses ou alors sont fortement méconnues, comme le FDVA, puisqu'en fait, il y a des fonds disponibles, mais en fait, semble-t-il, ils ne sont pas sollicités partout. Également de l'accompagnement disponible sur les aspects beaucoup plus techniques, hein, on l'a entendu aussi, hein, s'approprier des moyens de communication à distance, s'approprier des outils de gestion de projet à distance. Bon, nous, on en a un en tête qui est mon asso facile développé par AssoConnect, mais il y en a d'autres et il y a sans doute des choses à inventer, hein, sur le sujet. Les aides à la communication, alors sous forme de formation collective ou individuelle. Nous, on s'est aperçu avec tout le travail de veille qu'on a fait au niveau du réseau depuis le début de la crise sanitaire, que le téléphone n'a jamais autant fonctionné que pendant cette période. C'est-à-dire le web, enfin tout ce qui est outils dématérialisés, c'est super, mais dès lors qu'on peut avoir un temps de rassemblement ou un temps d'échange en direct avec un interlocuteur, ben voilà, ça ne pourra... les outils digitaux ne pourront en rien remplacer le contact direct. Il y a le besoin aussi de travailler durablement avec les autres, hein. On a beaucoup parlé de coopération, mais ça ne s'improvise pas. Il y a eu des choses qui se sont mises en place dans l'urgence et qui ont demain besoin de se renforcer. Et là, il nous semble, en tout cas au niveau du réseau, que les structures d'appui, quelles qu'elles soient, peuvent aider justement à apprendre à coopérer, à développer du réseau, à développer ou à maintenir des partenariats. Et ça nécessite d'être accompagné, c'est-à-dire comment développer des alliances locales d'intérêt général, mais de façon pérenne. Et effectivement, les points d'appui, les maisons des assos comme d'autres, peuvent contribuer et faciliter à ces coopérations multi-acteurs. On rappelait aussi dans l'enquête que 36%, je ne l'ai plus en tête exactement, mais ça devait être ça, grosso modo, des assos prévoient de revoir leur projet. Alors en fait, je pense que dans cette question, la réponse est un peu ambiguë. C'est peut-être pas tant leur projet, c'est-à-dire leur article 2, que la déclinaison de celui-ci. Et en fait, ça traduit quand même, de notre point de vue, une conscience assez forte du besoin très, très conscientisé qu'ont les responsables associatifs de se réadapter tant en termes de process qu'en termes d'action. Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que les responsables associatifs sont, dans la plus grande majeure partie des cas, des bénévoles. Bien entendu, il y a des structures dans lesquelles il y a des salariés et qu'ils n'auront justement ces bénévoles qui ont en fait pour vocation de se focaliser sur la réalisation du projet de l'asso, ils avaient déjà besoin, ils ont besoin et ils auront encore plus besoin demain de structures d'appui à même de leur faciliter la réalisation de leurs actions, quelles qu'elles soient. Et puis juste peut-être pour conclure, je crois que c'était fin mai, j'ai plus la date en tête, Olivia Grégoire annonçait lors d'une émission sur France Culture, je suis tombée dessus comme ça, que la crise a révélé le caractère essentiel des acteurs associatifs. Alors certes, elles ont été un acteur essentiel dans la gestion de la crise sur les territoires. Pour autant, en situation normale, si les associations se mettaient en grève, le pays serait tout bonnement paralysé. Et je pense qu'à un moment donné, il est quand même aussi utile
de rappeler ça. Demain, eh ben, fort des enseignements que nous pouvons les uns les autres, acteurs associatifs et acteurs publics, que nous tirons en fait de cette crise et de ces 3 phases d'enquête, il serait souhaitable sans doute de mener une réflexion au plus haut niveau de l'État avec les acteurs associatifs, les acteurs représentatifs associatifs dans le mouvement, mais aussi avec les organisations des représentations des collectivités locales, pour réfléchir à une restructuration des aides publiques à destination du secteur qui permettrait d'une part aux structures d'appui à la vie associative de survivre dans un premier temps, puis dans un deuxième temps de mener à bien leur mission auprès des associations, et puis aux associations non employeuses notamment d'avoir accès à de l'accompagnement ainsi qu'à des financements dédiés. Voilà, moi ce que je voulais vous livrer ce soir, un peu en conclusion de cette webconférence. Merci beaucoup, Carole. Merci, Frédéric. Écoutez, nous avons terminé pour ce webinaire. Donc, je vous remercie, nous vous remercions tous pour votre participation active. Merci également à tous les intervenants et puis aux collègues pour la technique. Sur les différents éléments qui ont été présentés, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans le webinaire, vous recevrez tout dans un mailing spécifique et sur les sites sur nos sites internet. Voilà, et puis pour les prochains rendez-vous, ce sera pour nous, Mouvement Associatif, un guide d'initiative sur comment les associations justement se sont adaptées en un an, un guide de 25 initiatives, voilà, donc à surveiller, c'est très prochain. Encore merci à tous et à bientôt. Et j'oubliais de vous dire que le replay sera disponible aussi sur notre chaîne YouTube, le replay de ce webinaire. Merci à tous. Et également sur la nôtre. Tout à fait. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Je pense, Bénédicte, tu peux arrêter l'enregistrement.